Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact consacré à l'IoT, l'Internet des objets. Je vous présente mes invités. Emmanuel Ranck, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des nouvelles technologies et de l'IoT chez Linksense. Et Emmanuel Bergeret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Clermont-Auvergne et chercheur en électronique et microélectronique. On va parler ensemble de ce laboratoire qui a été inauguré à la fin du mois de juin dernier, laboratoire pour l'Internet des objets appliqués à l'environnement. Peut-être pour commencer, un mot de présentation de votre entreprise, Linksense. C'est quoi votre métier? Alors tout à fait, donc Linksense historiquement c'est la microélectronique, donc un des leaders mondiaux dans tout ce qui est capteur RFID et tout ce qui est micro-connecteur de carte bancaire. Donc ce qu'on dit régulièrement, c'est que 80% de la population mondiale dispose d'une carte bancaire et donc d'un produit Linksense dans sa poche. Vous êtes au cœur de l'IoT, de l'Internet des objets, ou c'est une petite partie de votre business? Alors, ce n'est pas le métier historique de Linksense, bien sûr, mais c'est vraiment une volonté de diversification et d'utiliser le savoir-faire historique de production pour développer des nouveaux capteurs. Effectivement. Et donc, on va se poser ces enjeux finalement de sobriété énergétique de l'IoT. Peut-être, pour commencer, un constat, Emmanuel Bergeret, ça pèse quoi en termes de consommation d'énergie, à l'échelle des objets, à l'échelle planétaire? À l'échelle planétaire, on estime à peu près que Internet et tout ce qui était connecté, ça représente la consommation du 6e pays. Si c'était un pays, le 6e pays, la consommation d'un pays. D'accord, ce serait le 6e. On serait en rang numéro 6. Numéro 6 sur le. Voilà. J'ai trouvé ce chiffre de plus de 40 milliards d'objets d'IoT prévus fin 2025. Donc c'est là, quoi. Et en plus, y est presque. C'est encore en train d'exploser. C'est-à-dire que là, avec la miniaturisation, la diminution de la consommation, on arrive à des chiffres qui vont être astronomiques. Alors, bon, j'ai pas exactement les chiffres du nombre de. Mais la croissance est exponentielle, voilà, c'est ça qui est important. Et du coup. D'où l'importance de vraiment faire attention à la consommation de ces objets par la suite. Évidemment. On parle de quels objets d'ailleurs? Parce que c'est très très vaste, mais on parle de quels objets? Alors, dans ce qui nous intéresse ici, nous, on s'est focalisé sur nos travaux, puis ce qu'on a entrepris ensemble, sur tous les objets connectés qui vont servir à monitorer l'environnement. Puisque l'environnement, c'est une préoccupation assez importante pour beaucoup d'entre nous. Et on ne voudrait vraiment pas qu'effectivement, d'essayer de mesurer, d'instrumenter, ça coûte encore plus cher et que ça dégrade encore plus la situation. Donc, effectivement, nous, on se focalise un petit peu sur les travaux qu'on a entrepris ensemble avec Emmanuel, sur tout ce qui est IoT appliqué à l'environnement. D'accord, effectivement, soyons cohérents. Si on veut des objets connectés intelligents pour améliorer l'environnement, qui soient les plus sobres possibles. Et puis ensuite, on peut imaginer que ça servira à l'ensemble des objets connectés. Vous venez donc de créer, c'était au mois de juin dernier, cette IoT AE Lab, donc je vais le dire en français, laboratoire pour l'Internet des objets appliqués à l'environnement. Déjà, on peut expliquer, Emmanuel Ranck, le principe. Donc, vous en êtes l'incarnation, c'est une collaboration publique-privée, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très innovant et de très intéressant pour à la fois l'entreprise, en tant que développeur d'innovation, mais également l'organisme de recherche pour mettre en commun des savoir-faire, mettre en commun des technologies. Donc nous, on est fabricants de sensors et ensuite, ça nous permet d'aller sur le terrain, de tester des innovations et de pouvoir les déployer dans des contextes, on dirait, mondiaux et parfois hostiles. Typiquement, on peut mesurer les taux de soufre sur les volcans. Il y a différentes façons d'aborder la mesure, tout en conservant cette notion de consommation énergétique et d'autonomie. Voilà, c'est vraiment ces cadres-là qui sont intéressants. Et l'aspect modulaire aussi de l'électronique. On a un engagement aussi de réutilisation des objets et de ce qu'on appelle, nous, sustainability. Et c'est vraiment très important pour nous de pouvoir réutiliser l'électronique, la rebrander dans d'autres contextes et être capable de... Qui finance? Là aussi, c'est un financement public-privé. J'ai vu qu'il y avait l'Agence nationale de la recherche qui était dans la boucle. Tout à fait. Donc, il y a un financement Linksense, un financement de l'ANR. Et ce qui nous permet, sur 4 années d'exercice, d'avoir nos propres personnels
et de créer une équipe pour développer une stratégie très intéressante dans notre domaine. Et Emmanuel Bergeret, comment vous... Donc, peut-être pourquoi 4 ans, ou alors c'est d'abord 4 ans et puis ensuite on verra, c'est quoi l'idée? Alors c'est d'abord 4 ans et puis pas après on verra, mais on est déjà en train de préparer la feuille de route pour la suite. D'accord. Voilà sur ces choses-là. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, on voudrait démontrer des choses dans ce contexte spécifique d'objets autonomes en milieu compliqué. Et puis après, aller plus loin dans l'IoT et puis explorer d'autres voies. Pourquoi l'association publique-privée est importante? Alors parce qu'entre une idée et puis une réalisation et une fabrication, là on a besoin pour l'IoT d'aller jusqu'à la fabrication. Oui. Il y a tout un tas de corps de métier, je dirais, de possibilités. Et voilà, en plus il y a pas mal de mouvements en ce moment. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, des communications satellites. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le travail du chercheur, c'est un petit peu de regarder un petit peu toutes ces idées, de réfléchir à tout ça, et puis un petit peu se dire, tiens, on peut concevoir quelque chose. Après, travailler avec une entreprise privée qui a le moyen de dire, attention, là, ce que tu es en train de penser, il va falloir faire comme ça et tout ça, d'avoir les ingénieurs derrière, les chaînes de production, et puis un groupe comme Linsen, c'est aussi la possibilité d'avoir des capteurs un petit peu spécifiques, des choses qui viennent d'ailleurs. Et du coup, il y a besoin des deux pour réussir à aller jusqu'à l'objet concrètement depuis l'idée. Oui, votre objectif, c'est vraiment de créer des nouveaux objets, de ne pas seulement être dans la recherche, je ne sais plus quel est le terme, élémentaire ou la recherche pure, quoi. C'est d'arriver à la création d'objets. Je vais poser la question qui fâche. À la fin, il y aura quoi? Il y aura un brevet commun Oui, ça peut passer par effectivement des notions de brevet. On a des objectifs clairs aussi de cas d'usage, ce qui est très important. C'est par exemple la forêt et la détection d'incendies en autonomie complète. Donc c'est un exemple. L'analyse de l'eau, l'enjeu de l'eau, on le connaît tous aujourd'hui, dans sa qualité, dans sa préservation. Donc il faut être capable demain d'apporter de l'instrumentation de mesure pérenne et qui ne consomment pas de l'énergie. Donc c'est vraiment tous ces aspects qui sont importants. Je reste dans la dimension business, donc je reste plutôt avec vous. C'est une demande de vos clients? Alors oui, bien sûr. C'est-à-dire d'avoir des objets connectés moins énergivores, notamment dans ces environnements-là. Bien sûr, parce que les applications qu'on va retrouver sur le terrain sont très accessibles sur l'application industrielle. Donc l'IoT est beaucoup industriel aujourd'hui, très orienté logistique, très orienté tracking, mais également mesure en milieu industriel. Et c'est vrai que tous ces savoir-faire qu'on va gagner aujourd'hui sur ce laboratoire vont nous permettre demain de proposer des innovations. Emmanuel Bergeret, j'aurais pu commencer par là. Qu'est-ce qui rend un objet connecté, un objet intelligent, énergivore en fait? Parce que nous, on voit le capteur, on se dit c'est tout petit, ça ne doit rien consommer. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? C'est ça ce qu'il faut expliquer. Alors sur tout ce qui mesure l'environnement ou même les objets du quotidien qui font des mesures, on a tendance à remonter beaucoup d'informations. Donc qui dit beaucoup d'informations dit beaucoup de communication. Il faut savoir que la chaîne de communication, alors à la maison, on pense beaucoup au Wi-Fi ou au téléphone portable ailleurs. Voilà, c'est la communication sans fil qui coûte de l'énergie. Et plus il y a de données, plus elle coûte de l'énergie. C'est des serveurs qui tournent derrière ou c'est pas forcément ça? Sans parler même du traitement, parce qu'effectivement, après, je parle... parce que l'énergie du traitement, elle est effectivement sur serveur, elle n'est pas imputable directement sur la batterie de l'objet connecté. Mais effectivement, il faut la prendre en compte aussi. D'où aussi une des idées qu'on pousse, c'est de se dire, l'intelligence qui est déployée à l'heure actuelle sur les serveurs, on va essayer de la déployer au niveau du nœud, vraiment l'intégrer, cette intelligence-là, pour traiter les données au plus près du nœud et minimiser la transmission de données, donc moins de coûts énergétiques sur la transmission sans fil, et après, moins de données à analyser au niveau des serveurs, et donc besoin d'infrastructures beaucoup moins importantes pour traiter les données. Le nœud, c'est quoi? C'est l'objet lui-même? Le nœud, c'est l'objet lui-même. C'est l'objet lui-même. Donc le rendre plus autonome, c'est ce que je comprends? Alors, le rendre moins énergivore et plus intelligent, et puis alors effectivement plus autonome. Un des aspects aussi qu'on va aborder, c'est la récupération d'énergie. C'est-à-dire qu'on pense à pas mal de systèmes. Là, on parlait des volcans. On se dit, il y a la chaleur résiduelle dans le volcan. Récupérons l'énergie là, et transformons-la en énergie électrique et en alimentons notre système connecté avec ça. Et vous donnez, donc ça démarre sur 4 ans, vous espérez déjà proposer au marché des objets dans 4 ans, avant, après, c'est très long, vous voyez, pour comprendre dans quelle longueur de démarche vous vous engagez là. Alors on est un peu dans une démarche agile, c'est-à-dire en gros on a une feuille de route bien sûr avec des objectifs, mais qui sont très liés à des étapes de livraison intermédiaires, donc voilà, des modules, des cartes électroniques de mesure. On en parlera aussi intelligence artificielle sûrement, mais c'est des sujets de ce type-là. Et régulièrement, on va apporter des solutions de mesure
à nos clients du laboratoire. Qui sont-ils? L'INRAE est le bon exemple. Donc l'INRAE a des besoins de mesures sur le terrain, sur des bassins versants, pour étudier tous les aspects liés à l'eau et au bassin versant. Ils sont partenaires du laboratoire, d'ailleurs. Donc il y a différents clients institutionnels, mais aussi on peut imaginer des clients privés qui peuvent avoir leurs propres besoins de mesure dans des contextes, par exemple, agricoles. Il se trouve que voilà, sur notre territoire, nous avons une entité qui s'appelle l'Imagrin, qui est un gros acteur français et international, et qui peut être un acteur qui va utiliser nos moyens. Ce laboratoire, il est basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que ça a un impact sur quoi? Les entreprises qui vous accompagnent, l'écosystème, l'emploi local. Il y a aussi cette dimension-là qui rentre en jeu. Alors le gros point fort de l'aspect local, c'est que sur Clermont-Ferrand existait une fédération de recherche en environnement qui regroupait beaucoup de laboratoires avec beaucoup de compétences. On a parlé de l'INRAE, mais il y en a différents autres, et qui permet de s'appuyer sur une expertise à la fois sur l'analyse des données, mais aussi sur les besoins de terrain de collecte des données. Et ça, c'est un des grands points forts, avec un terrain d'expérimentation, que ce soit l'Auvergne, qui est immense. Voilà, et puis, vous avez un super terrain de jeu, si j'ose dire. Exactement. Est-ce qu'il y a des initiatives similaires, concurrentes d'ailleurs, qui existent, je ne sais pas, ailleurs en Europe, à votre connaissance? Alors en Europe, oui, je pense. Forcément, il y a beaucoup d'initiatives, je sais, aujourd'hui en Allemagne, sur tout ce qui concerne l'environnement. Mais c'est vrai que voilà, nous, en tout cas au niveau français, au niveau de l'ANR, nous sommes les premiers à proposer un projet autour de l'IoT. Voilà. Ça n'avait jamais été fait. En France, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? On s'est rendu, alors c'est des progrès, mais dépendant d'un certain nombre d'objets sans se poser les questions que vous vous posez aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est l'impression un petit peu que ça donne, c'est-à-dire qu'on a voulu connecter, remonter des données, et on avait même, je dirais, alors pas les moyens d'analyser la quantité de données qui arrivaient. Alors là, on a investi maintenant dans les serveurs, les choses comme ça, mais effectivement, on allait très vite, alors c'est bien, mais maintenant, on est dans la phase de réflexion et d'amélioration de ces choses-là. Il faut travailler sur la réflexion sur ces aspects-là. Et c'est à ça que sert ce laboratoire pour l'Internet des objets appliqués à l'environnement basé à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous le présenter. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.